Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission dont s'en parle. La Société d'histoire et d'archéologie célèbre ses 50 ans. Alors, pour nous en parler, je reçois de cet organisme M. Émilien Larochelle. Monsieur Émilien, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Société d'archéologie. Ça, moi, c'est peut-être pas trop gentil, qu'est-ce que je vais dire, mais moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Puis, j'ai suivi sur Historia, ce que je prends beaucoup, Historia, il y a beaucoup de beaux reportages. Et puis, on voyait une équipe dans le Vieux-Québec qui fouillait dans les décombres, qui fouillait d'abord. Et puis, ils cherchaient des tout petits morceaux de telle affaire, telle affaire. Je me disais, non, oui, c'est beau, mais ils vont faire quoi avec ça? C'est-tu pour exposer? C'est quoi exactement? Là, on sort un peu du sujet de la Abitibi-Témiscamingue, mais je sais que vous êtes un passionné d'archéologie vous-même, puis vous en faites aussi, je pense, ou vous en avez fait beaucoup. Ben, mettons que je suis plus un passionné d'histoire. Ah, OK. OK, c'est ça qui m'a amené à l'archéologie. Oui, c'est ça, à l'archéologie. OK. Mais juste en gros, de même, là, quand on voit des équipes, habituellement, ce sont des équipes aussi, les jeunes s'intéressent beaucoup à l'archéologie aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a 40-50 ans passés, c'était pareil, mais qu'est-ce qui est passionnant à chercher peut-être une petite pointe ou je ne sais pas quoi? C'est quoi qui est intéressant là-dedans? Puis on fait quoi après ça? Est-ce que c'est juste pour exposer? L'objet lui-même, on ne peut pas dire vraiment que les objets ont de la valeur. Tu sais, quand je trouve une pointe de flèche, là, c'est une pointe de flèche. Je la prends et je l'amène chez nous, là, tu sais, je veux dire, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais si on analyse l'endroit où il a été récupéré, est-ce que c'était un endroit où ces pointes-là étaient fabriquées, étaient taillées? C'est ce qui vient après la découverte. Il y a toute une histoire autour d'un artefact et c'est ça qui fait la valeur des recherches archéologiques. Parce que des objets qui sont trouvés, comme je viens de dire, ça n'a pas nécessairement de la valeur. C'est le fun d'avoir ça. Là. Tu dis, regarde, j'ai une flèche là, qui remonte à, je sais pas moi, à 1000 ans ou à 1200 ans, mais à part de ça... Mais quand elle est cueillie dans les règles de l'art, à ce moment-là, on peut interpréter davantage quel était son rôle. Puis au moment où elle a été fabriquée, est-ce qu'elle avait été fabriquée ailleurs ou c'était fabriquée là? Oui. Parce qu'on trouve des pièces, des fois, qu'on voit que les pierres proviennent d'aussi loin que le Nouveau-Mexique ou des choses comme ça. Là, puis on trouve ça importé ici. On trouve ça ici. Fait que c'est emvenu commun, etc. C'est ça, exactement. Oui. C'est à partir du Nouveau-Mexique. C'est en Abitibi. C'est quand même pas à la porte. Là. Alors, comment ça s'est emmené Donc, on ici? s'aperçoit qu'il y avait des échanges entre les différentes communautés amérindiennes. Ah, OK. Donc, il n'était pas si distant que ça, OK? Ils se connaissaient. Pas tant que ça. Ils ne visitaient pas trop. Non, mais ils échangeaient quand même parce qu'il y a certaines habitudes ou certains produits qu'eux autres fabriquaient puis que les autres communautés ne connaissaient pas. Exactement. 50 ans d'histoire, j'ai fouillé un peu dans ça puis j'ai été surpris, agréablement surpris, parce que je ne pensais jamais qu'il y avait 50 ans d'histoire ici pour cette association-là, si on peut l'appeler ainsi. 50 ans d'histoire, sous la gouverne de maître Dominique Godbout, en 1968. M. Godbout a-t-il joué un rôle important dans ce début? Ben, je dirais que celui qui a joué le rôle le plus important, c'est Joseph Bérubé. OK, oui. Puis on va revenir à M. Bérubé parce aussi. Parce que M. Godbout, lui, il s'occupait plus de la gestion. Ah, la paperasse, comme on dit. Exactement, parce qu'il y avait l'instruction, c'était un notaire. Son bureau, il y avait tout ça. C'est ça. Donc, pour lui, c'était pas compliqué. Là. Il est rentré dans son domaine, donc les communications avec les différents gouvernements ou avec les chercheurs, avec les archéologues ou encore des géologues
qui étaient à Ottawa. Donc, c'était un monsieur qui était bilingue, OK? Oui, aussi, donc, exactement. il pouvait autant s'adresser à la France qu'aux États-Unis. Donc, il y avait des contacts un petit peu partout, ce que M. Bérubé n'avait pas. Il n'avait pas. Fait que les deux se complétaient exactement. À ce moment-là. Parce qu'on sait ce que Maître Godbout a fait ici en Abitibi, en Abitibi-Ouest principalement, avec le chemin Bay James. C'est ça. On pourrait en parler, mais seulement qu'il y avait sa place, beaucoup. Oui. C'était un monsieur qui nous a quittés en 2010. Oui, okay? oui. Mais ça fait déjà 10 ans. OK? Mais c'est un monsieur qui a fait sa marque puis qui voulait que notre territoire se développe. OK? Donc, il mettait les énergies. Tu sais, quand vous parlez du chemin de la baie James, là, oui. OK? On traversait une crise économique oui. OK? Oui. Qui était pénible pour tout le monde. Puis avec le président de la Chambre de commerce, il avait monté ce projet-là là, pour indiquer aux différents gouvernements qu'il y avait beaucoup d'emplois de disponibles et de matériel là, qui pouvait être extrait là, de ce pays-là. Mais si on revient à notre projet, là, comme je vous dis, là, M. Godbout a quand même la demande pour la charte, c'est lui qui l'a initiée. OK? Oui. Donc, les 3 premiers administrateurs, c'était pas compliqué. C'était M. Godbout qui était le président. Ensuite, tu avais le vice-président qui était Joseph Bérubé, puis son épouse, la secrétaire. Donc, on peut dire que comité restreint. Un comité restreint, mais c'était le comité initial qui a demandé la charte. Okay? C'est ça. Après ça, il s'est rajouté d'autres. D'autres personnes également. C'était quoi, M. La Rochelle, le but de fonder cette société-là? Parce que c'est pas donné à tout le monde, dans le sens que, oui, il y en a qui s'intéressent à l'histoire, mais être comme un passionné de l'histoire par l'archéologie, c'est pas donné à tout le monde non plus. Mais c'était quoi le but en 1968? OK. Bien, écoutez, je vous dirais que l'aventure pour M. Bérubé a commencé vers la fin des années 50, OK? Les années 58, 59, il y avait un chalet là, près du lac Abitibi, à Galichan. Mm-hmm. Puis, tout à fait par hasard, en marchant sur la plage, il a trouvé des éclats de pierre. Puis il voyait bien que c'était pas des éclats normaux. Tu sais, il voyait que ça avait été travaillé, mais comme il n'y avait pas l'instruction, puis il n'y avait pas les connaissances non plus. Fait qu'il a fait le tour, puis il y a des gens qui connaissaient, puis il s'était informé. Puis là, il y a des personnes qui étaient mieux informées que lui qui ont dit « Hey, ça, c'est des pièces là, que les Amérindiens avaient fabriquées. » Fait que là, il a entrepris des recherches. Il s'est passionné pour ça, lui. Et il a réussi à contaminer à peu près, je vous dirais, l'ensemble de l'Abitibi-Ouest. Une belle contamination, par exemple. C'est pas celle qu'on vit actuellement. C'est ça. C'était une belle activité. Donc, il a réussi à amener avec lui beaucoup de personnes qui sont intéressées à ce projet-là. Donc, lui, il passait ses fins de semaine à rechercher des endroits. Là. Un peu partout. C'est ça. À essayer de trouver. Écoutez, il en a trouvé quand même plusieurs, là, en grande quantité autour du lac Abitibi. Et comme son fils me disait, Réal, il me disait, Émilien, il dit, mon père arrivait, là, il dit, au chalet, il rouvrait la porte de l'auto, puis il dit, il partait tout de suite, puis il allait directement à sa chaloupe, puis il dit, pour commencer les recherches, il dit, la porte de la voiture était restée ouverte. Il avait hâte de se rendre sur place, exactement. Mais ça devient une passion à ce moment-là. Exactement. Là. Puis, écoutez, au départ, qui aurait cru que l'Abitibi-Témiscamingue serait un endroit de recherche archéologique, là, OK? Aussi importante. Oui, exactement, parce qu'on dit qu'en Abitibi-Ouest, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu beaucoup le berceau des fouilles archéologiques? On y trouve beaucoup de choses autour du lac Abitibi. Il y a le lac Hébécourt, il y a la rivière du Parquet, on pourrait en nommer beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en trouve beaucoup, puis on n'a qu'à penser à M. Bérubé, donc dans ce qu'on va parler tantôt là, de lui, mais parce que sa collection à M. Bérubé, moi, je ne l'ai pas toute vue, mais j'en ai vu beaucoup. Puis même si je ne suis pas un passionné d'archéologie, mais c'est quand même
fascinant de voir ça. Écoutez, Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en avait tant que ça, surtout dans ce coin-là? Ici aussi, il y en a, mais il me semble que le berceau, c'était dans le bout du lac Abitibi. c'est facile à expliquer, finalement. Allez-y. C'est parce que, voyez-vous, ailleurs au Québec, il y a eu beaucoup de construction sur les anciens sites. OK? Tandis qu'ici, oui. le territoire était vierge. Autrement dit, les traces là, ils n'avaient pas été contaminés, si vous voulez, par des fouilles ou encore des constructions. OK? Donc, parce que les endroits où il y avait des sites intéressants, ils n'avaient pas été, je dirais, spoliés. Ils n'avaient pas été contaminés. Exactement. Donc, ça veut dire que pour trouver puis faire des recherches archéologiques dans les règles de l'art, c'était assez extraordinaire. Mais il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que je vous dirais que la grande majorité des pièces qui ont été retrouvées par Joe Bérubé et ses contaminés. C'est contaminé. C'est ça. On peut dire que c'était des pièces qui d'un point de vue archéologique, n'avaient pas de valeur. OK? Parce qu'il avait été cueilli, il avait été ramassé, puis il avait été ramené. Mais il n'y avait pas eu d'études à savoir l'endroit où on l'avait trouvé. C'est ça, à quelle profondeur qui était dans le sol. Ça remontait à combien d'années? Ça remontait-tu à 100, 200, 1000 ans? OK? Et il avait été recueilli. Donc, on peut imaginer qu'il y avait des choses là qui pouvaient être ressorties juste en regardant la pièce. Parce que... Mais c'était pas suffisant. J'en reviens encore à Historia, que je suivais cette émission-là. Puis quand on trouvait quelque chose, on faisait comme un plante d'épiquette. Exactement. Mm-hmm. Puis là, on rentre pas là-dessus de suite. Là. On va attendre. Puis là, chacun y allait délicatement, puis on ramassait, on mettait de la terre, etc. On ramassait le périmètre de l'endroit où il avait trouvé, des fois ça me semblait un petit bout de mais ce qu'il faut retenir, c'est que les recherches que M. Bérubé a faites, puis la contamination qu'il y a autour de lui, ça l'a tombé dans les oreilles aussi des archéologues, des chercheurs ailleurs au pays. Okay? Ils ont entendu parler de ça, ils se sont dit, hey, il y a peut-être quelque chose là, on va aller voir. Fait que le premier qui s'est déplacé, c'est Tomoli. OK? Monsieur Uli, qui n'était pas bilingue, là, OK? Et c'était un anglophone. Il venait de où, lui? Lui, il venait de l'université de Montréal, si je ne me trompe pas, là, je vous le dis comme ça. Là. Puis, en tout cas, il était basé à Montréal. Puis, il est venu ici, OK? Donc, M. Bérubé l'a guidé, parce que lui, il connaissait le territoire. OK? Fait que là, il est venu une première fois, en éclaireur. Puis, il est revenu après ça 3 autres fois. OK? Là, il a effectué des recherches dans les règles de l'art, parce que lui, c'était un archéologue. Donc, à ce moment, ils ont trouvé d'autres pièces. Puis, je vous dirais que dans les années, si on parle de Tomoli, la première fois, il est venu en 62, ensuite en 65, puis il est revenu en 71. OK? En 71, là, il recherchait le fort Abitibi. OK? Parce qu'on savait que... Au Témiscamingue? Pas au Témiscamingue, à la Pointe. Ah, OK. À la Pointe des Indiens. Au lac Abitibi. OK. Parce que le fort Abitibi, il n'était pas à la Pointe, là. On confond quand j'étais jeune, moi, on disait la Pointe aux Sauvages. Oh oui, exactement. Après ça, on a dit la Pointe aux Indiens. Moi, je l'ai connu avec la Pointe aux Indiens. Ouais. Et j'ai passé souvent quand on disait la Pointe aux Sauvages, c'est que c'était pas dans le sens péjoratif du mot. Là, non. Un sauvage, là, dans le langage de l'époque, c'était quelqu'un qui vivait en forêt. OK? Mm-hmm. Donc, puis les Amérindiens vivaient en forêt. Ils vivaient en forêt, exactement. Fait que c'est pour ça qu'on disait la Pointe aux Sauvages. Parce que ce fameux fort-là, à ne pas confondre avec Fort Témiscamingue. Non, du tout, absolument pas. C'est complètement... Mais est-ce qu'il a été trouvé? Est-ce qu'il y a des vestiges qui ont été trouvés de ce fort-là? Malheureusement, Tomoli a fait des recherches pour tenter de trouver l'endroit où il était situé. Il y a une hypothèse, OK, qui n'a pas été confirmée. OK? Parce qu'il aurait fallu qu'il revienne puis qu'il continue à faire d'autres recherches. Malheureusement, il n'est pas revenu. Je ne sais pas si c'est à cause de l'âge, parce que quand il est venu ici, il était quand même assez âgé. Il est décédé maintenant. Puis, les recherches qu'il a faites ne lui ont pas permis de savoir à quel endroit qu'il était. Mais on sait où ce qui n'est pas. Parce qu'ils ont effectué des recherches quand même assez larges. Pendant les années qu'il est venu ici, il a passé quand même quelques mois avec toute une équipe là, qui s'était formée. Si on revient à la Pointe aux Indiens, ouais. que moi, là, j'ai connu, que j'ai même visité
Il y a un cimetière Oui, aussi sur ça. Est-ce que dans les années 70, lorsque la fondation là, quand on parle du 50 ans d'histoire, on remonte à 1968. Donc, au début, là, 70, 72, 75, là, est-ce que c'était pas un peu l'endroit de prédilection pour les géologues à ce moment-là? Parce que la pointe aux Indiens, Les archéologues, tu veux dire? Les archéologues, excusez-moi, oui. Est-ce que c'était l'endroit de prédilection pour aller un peu fouiller dans le sol, en se disant, on va sûrement en trouver plus là qu'ailleurs? Sur le territoire de la Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas le seul endroit où on retrouve des vestiges. Là, OK? Au Grand Lac Victoria, par exemple, où les Amérindiens ont occupé le territoire pendant plusieurs milliers d'années également. Oui. Donc, là-bas aussi. OK? Mais vous savez que le Grand Lac Victoria, il a été... c'est des barrages, OK? Donc, l'eau... oui. C'est un peu comme quand ils ont fait le barrage à Iroquois Falls, tu sais. Le niveau du lac Abitibi a remonté de 3 à 5 pieds. C'est ça, exactement. Fait que ça l'a fait disparaître. Puis ça fait pareil pour le lac Macanic, puis tout ça. Là, c'est ça. Tout ça a remonté parce que tous ces eaux-là se jettent du côté de Iroquois Falls. Oui, c'est ça. Ils descendent par la rivière Abitibi jusqu'à la baie James. Est-ce que le fait que le lac Abitibi, il est grand, on peut naviguer dessus, puis si on se reporte à peut-être 4-5 décennies passées, on était en canot, très souvent, ou en bateau. Il y a accès à plusieurs endroits. Il faut se rappeler que l'autoroute, c'était la rivière. Okay? Voilà, oui, okay. Exactement. Oui. Les chemins de travers, là, c'était tous les ruisseaux. Puis, donc, les gens voyageaient en canot, c'est certain. Et les Amérindiens, ils avaient leur territoire de chasse. Okay? Donc, chaque famille avait son territoire de chasse. Puis durant la période d'été, ils se réunissaient à la pointe aux Indiens, là, la pointe Abitibi. OK? C'est quand même... Pour les mariages. Oui, exactement. Mais c'est quand même pareil, assez extraordinaire parce que on ramassait beaucoup de choses. Mais on faisait quoi avec ça? Si on exclut pour l'instant la collection de M. Bérubé, comme vous en avez trouvé, j'en suis persuadé. En avez-vous trouvé? Bon, vous avez fait quoi avec simplement les mettre chez vous? Non, moi, je les ai redonnés à la société. Là. OK. Puis il y en a qui ont fait des collections personnelles avec ça. OK? Puis il y en a qui les ont redonnés à la Société d'histoire. Puis il y en a d'autres qui voulaient les vendre. OK? Moi, je n'ai pas embarqué là-dedans, là, puis la société non plus. On ne veut pas se mettre en train de marchander là, notre histoire. Okay? Je pense que quelqu'un qui a ramassé ces objets-là devrait, en toute conscience, les remettre pour que la génération future puisse en profiter puis connaisse mieux son histoire. Parce que votre passion de l'archéologie, ce n'était pas de vendre des choses. Non, c'est pas. Il n'y a rien de... C'était l'étude des... Il n'y a pas de financier là-dedans. Non, absolument pas. Puis, c'était aussi... ce n'était pas le but de l'association non plus, absolument pas. Là. Puis, écoutez, ça... Quand M. Bérubé a commencé à ramasser les pièces, là, il n'y avait même pas d'association archéologique au Québec. OK? Eh, mon Dieu, OK. OK? C'est parce que, si je ne me trompe pas, là, le ministère des Affaires culturelles a commencé à émettre des directives pour la conservation des endroits là, qui avaient un potentiel archéologique là, dans les années 72. OK? Donc, c'était après la fondation de notre, organisation. Oui, 72, fait exactement. OK? Et si on regarde, Archéo Québec, je ne me trompe pas, il a été fondé en 89, Archéo 08, il me semble que c'est en 84. OK? Donc, et il y avait un archéologue résident là, qui a été bien connu, le Marc Côté. OK? Qui est décédé. Oui, c'est ça. Parce que je l'ai reçu ici déjà en entrevue, puis j'ai été tout surpris l'autre jour quand vous m'avez dit qu'il était décédé. C'était un homme passionné. Là. Quand on parle de passion... Là, le seul reproche que je pourrais faire à ce monsieur-là, OK? Si reproche il y a. Oui, c'est de ne pas avoir mis par écrit toutes ses connaissances. OK? Parce que les autres en auraient profité aujourd'hui. C'est ça. Parce que sûrement, tu l'as rencontré en entrevue. Il est intarissable, OK? Non, lui, là, c'est ça. Tu lui aurais donné 3 heures, puis il aurait eu besoin de 6 heures. C'était là, juste dans son parler, dans son regard,
c'était une passion. Ah, oui, c'est sûr. Et même, c'était plus qu'une passion. C'était sa vie. C'était sa vie. Ouais. Puis, comme vous avez si bien dit, cette valeur est regrettable qu'il n'ait pas mis ça dans un livre, disons, C'est ça, chose de même, ou des notes manuscrites. Comme vous dites, c'est le seul reproche que je pourrais lui faire. Parce que, je veux dire, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. C'est sûr que je n'étais pas tout le temps d'accord avec ses prises de position, mais je veux dire, je le respectais. Voilà. OK? Puis je pense qu'il nous respectait aussi. Beaucoup, beaucoup. Puis c'était un homme qui était il avait la parole tellement facile aussi. Puis, un conteur, hein? Un conteur, oui, exactement. Puis quand il parlait, là, de vestiges, de tout ça, là, on voyait sa passion en lui. Là. Même on avait de la misère à l'arrêter parce que quand il partait, là, c'était... Là, Je me souviens quand on avait parlé, là, on parle de la traite des fourrures. Là, que les premiers Blancs sont arrivés ici, c'est la traite de fourrures qu'ils ont amené ici. Oui, exactement. Là, il m'expliquait comment ça marchait. T'sais. Là, il me disait, le roi de France, il avait envoyé des compagnies pour que le Canada là, se développe. OK? Donc, qu'ils deviennent indépendants, si vous voulez, à quelque part, qu'ils deviennent un État, là, voilà. Gouverné par la France, c'est sûr, mais je veux dire, il voulait qu'ils soient autonomes, OK? Puis, le problème qu'il y avait avec ça, c'est que les gens qui avaient reçu le mandat, eux autres, ils venaient ici pour s'enrichir. Donc, ils voulaient commercer la fourrure parce que c'était payant. OK, exactement. Monsieur Larochelle, parlez-moi de M. Bérubé, Joseph Bérubé. On en a parlé un petit peu tantôt. Mais comment tout ça a commencé avec lui? Puis, si dans mes notes ici, je pense que j'ai ça dans quelque part, là, l'association a acheté a acheté ses œuvres, ses artefacts. Il faut faire attention parce que c'est ça. J'aimerais que vous pourrais éclaircir ça, oui, exactement. Je peux l'éclaircir. Oui, parce qu'on en a entendu parler un peu à gauche, à droite. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont donné les sous pour compenser pour les dépenses qu'il avait faites en essence. OK, ce n'est pas pareil. Là, non, parce qu'on avait entendu dire que M. Bérubé avait vendu. Ouais. Mais là, c'est pas pareil. Là, ce que vous dites là. Il a laissé aller ça pour moins de 2000 $. Là, mon Dieu. Pour des recherches qui ont duré une dizaine d'années, ça ne peut pas faire $. Ça ne peut pas faire $, exactement, okay. Oui. Donc, on ne peut pas dire vraiment qu'il a abusé, si vous voulez, par rapport à ça. Au contraire, ce qu'il a fait, là, c'est vraiment extraordinaire. Okay? C'est un don de soi qu'il a fait. Okay? Puis ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Oui, exactement. Parce que ceux qui allaient, qui vont encore peut-être au Café des Rumeurs, je ne sais pas si c'est encore. Oui. Sa collection, une minime partie de sa collection était là. Puis, on était tellement attentifs à tout ça, là, tandis que moi, ça me passionnait, même si, comme je disais au début de l'émission, je ne suis pas un passionné de ça. Mais là, quand on voyait ça, on disait, hey, c'est telle affaire. C'est beau regarder des pointes de flèches des Indiens, sauf que quand on la regarde et on l'examine comme il faut, c'était tout un travail à ce moment-là. Là. On n'avait pas des meules électriques, tout ça, là, dans ce temps-là. Là. Fabriqués par des artisans qui connaissaient leur affaire. Voilà, exactement, oui. Oui. Fait que M. Bérubé, lui, on a parlé tantôt, c'était plus qu'une passion. Il a ramassé ça pendant combien de temps, à peu près? Bien, écoutez, il a commencé dans les années 58, 59, OK. Puis il est mort en 1980. C'est pendant toute cette période-là, je vous dirais qu'il a passé une grande majorité de son temps libre, là, à se promener sur le bord du lac, puis sur le bord de la rivière du Parquet. Puis à se faire mal aux orteils sur des points déjà, exactement. Je ne dirais pas ce qu'il a dit de ça, mais il reste quand même que ça prenait quand même du courage. Oui. Puis, mais il n'a pas fait seul. Tu sais, je veux dire, il travaillait avec plusieurs personnes que ça intéressait aussi, là. Vous l'avez bien connu. Je ne l'ai pas vraiment connu. Je l'ai rencontré peut-être à 2 reprises. Okay. Parce que je voulais vous demander comment... J'étais trop jeune. Comment il était perçu, M. Bérubé, à ce moment-là, là, dans les tout débuts, là, parce que des fois, on entend, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il ramasse des affaires. Mais comment il était perçu? Est-ce que vous en avez une idée par la population? Il était bien perçu. Oui, c'est certain que les gens trouvaient qu'il était un original. Okay? Oui, exactement. Comme tous les gens passionnés, ils ont un caractère original. Là, okay? Mais non, il était bien apprécié puis respecté par les gens
de son entourage, de son puis, entourage, de la population générale. Bon, tous les gens qui ont eu l'occasion de travailler avec lui l'ont. J'ai pas entendu un commentaire négatif. Okay. Dans les notes que vous m'avez remises, on parle de l'empreinte des premiers habitants du territoire, 10 000 ans d'histoire de glace et d'eau. D'où ils provenaient? Ah, ben écoutez, faut se rappeler que, là, 100 000 ans, il y a eu une grosse période de glaciation. OK? Donc, il y a un glacier qui s'est formé, qu'on a appelé le glacier wisconsinien. Pourquoi? Parce qu'il partait du Labrador, puis il s'en allait jusqu'au Wisconsin, aux États-Unis. Okay? Donc, il occupait presque tout le Canada. OK? Donc, le glacier, à un moment donné, il y a eu une période de réchauffement. OK? Donc, puis il a commencé à fondre. Okay? Donc, quand il a commencé à fondre, ben ça l'a amené des animaux à fourrure, ça l'a amené des poissons, ça l'a, je ne sais pas si vous voyez, donc il y avait une faune là, qui trouvait son compte là, à s'installer dans cette mer d'eau douce-là. Okay? Parce que c'était une mer intérieure, c'était une mer d'eau douce. Oui, exactement. Okay? Donc, moi, ce que je disais, c'est les premiers fly-in, fly-out. Okay? Donc, il arrivait ici au printemps, puis il repartait à l'hiver parce qu'il n'y avait pas d'endroit nécessairement pour demeurer. Okay. Bon. Vous savez, les traces de cette, ce qu'on appelle l'Ojibwe-Barlow, la mer d'eau douce là, qui a résulté de la fonte du glacier wisconsinien, c'était un océan qui avait peut-être 200 mètres de profondeur, OK? Entre 100 et 200 mètres de profondeur. Comment on sait ça? Parce qu'il y a le mont Plamondon, OK? Qui est pas loin de Macamic, là. Oui. Pas de Macamic, de Tachereau, OK? Il est juste à l'entrée de Tachereau, mais du côté nord. C'est ça. Donc, dans le canton Plamondon, si vous voulez. Oui, exactement, oui. Vers Languedoc, là. C'est ça. Un petit peu, là. Okay. Puis le mont, c'est la partie, autrement dit, la mer n'a pas réussi à le faire disparaître. Okay. Donc, il a laissé des traces. Quand on voit ces traces, ça veut dire partir du haut du mont, en descendant, on voit les traces de la plage au fil des centaines d'années. Ah oui, OK. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de le visiter. Ah, mon Dieu. Puis, tu montes là, sur la montagne, ça monte comme mon père disait, comme dans la face d'un singe. Comme dans la face d'un singe. OK, mais il reste que le bois a été coupé autour, puis sur la montagne, ben, il n'a pas été coupé parce que c'est trop à pic. C'est trop. OK. Si je vous demandais, en terminant, parce qu'il reste à peine 2 minutes... C'est de valeur, parce qu'on pourrait parler encore pendant oui, en masse, mais oui. La Société d'histoire et d'archéologie, aujourd'hui, au 21e siècle, elle a sa place. Elle est encore active au moment où l'on se parle. Oui. Combien de membres est dedans? Écoutez, actuellement, là, on a 7 membres sur le conseil d'administration. OK. Ils ne sont pas tous actifs, là. OK? Mm-hmm. Donc, je vous dirais qu'il y a un bloc actif là, de 4 membres. Là. OK. Puis, actuellement, on est en période de recrutement. Et pour ça, j'avais préparé une conférence que j'étais supposé de donner s'il n'y aurait pas eu de pandémie. Ah, Madame Pandémie vous a aidé, vous aussi. Oui, c'est ça. J'avais une conférence là, je dirais, entre 1h30 et 2 heures, là, où j'invitais les gens à venir me rencontrer. Puis là, avec des diapositives, puis des films aussi qu'on a, là, j'aurais présenté un peu l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis, mais vous allez vous reprendre après que Mme Pandémie va avoir foutu le camp. Là. C'est ça. Si elle ne m'emporte pas avec son flot. Non. Sûrement pas. Ouais. J'en suis persuadé. Monsieur La Rochelle, merci. Vraiment très, très, très intéressant. Puis ceux qui voudraient se joindre au mouvement, ne vous gênez pas. Ah oui, c'est ça. Vous allez sur le site de la municipalité de Galichamp, vous allez trouver nos coordonnées. Et tout est dedans. Ouais. Monsieur La Rochelle, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne soirée.